14 mars 1945, rive ouest du Rhin. Le Hauptmann Otto Beck alluma sa dernière cigarette à l'aube. Au-dessus de lui, le ciel était dégagé. Trop dégagé. Son commandement d'artillerie s'étendait sur 4 km à travers la crête. 80 canons de 8 mm, tours de DCA, observateurs, télémètres. Il était prêt. Les avions américains, lui avait-on dit, craignaient leur ligne. « Ils arrivent haut, bruyants, stupides », avait dit son adjudant. Mais ce bruit ne venait pas d'en haut. Il venait bas, de la forêt. Une vibration, comme un souffle contre la terre. Puis le feu. Toute sa 3e batterie disparut dans un rugissement. Aucun avertissement, aucune altitude, aucune trace radar. « Ils ont dit que nous possédions le ciel », murmura Beck, la cendre tombant de ses doigts. Il ne le savait pas encore, mais un seul pilote venait de réécrire la guerre aérienne pour toujours. La crête à l'ouest de Remagen avait des dents, ou du moins le croyait-il. Depuis février, le Hauptmann Otto Beck et son commandement d'artillerie tenaient position le long de l'escarpement aux arbres cicatrisés surplombant le fleuve. Leur mission était simple, interdire le passage américain. Le Rhin était la dernière artère de l'Allemagne. Si les Alliés le franchissaient, il se déverserait dans le cœur du pays. Alors la Wehrmacht avait empilé sa défense ici. Des batteries de DCA, des emplacements anti-aériens et le bien-aimé 3e régiment de DCA de Beck. Ils avaient abattu des B-17, ils avaient endommagé des Thunderbolts, ils avaient gagné le respect, mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était de l'imagination. La doctrine allemande était claire, l'altitude gagne. De l'altitude, on voit, on contrôle, on survit. Donc, leur système de contrôle de tir était calibré pour les menaces d'altitude, 15 000 pieds, 20 000 pieds, des formations rapides, des bombardiers stratégiques. Beck avait mémorisé les tableaux. Angle, élévation, cisaillement du vent. Ses équipes s'entraînaient sans relâche. Tourner, verrouiller, tirer. La pratique les rendait mortels, précis, prévisibles. Les officiers buvaient du schnapps sous des tentes en toile la nuit, confiant qu'aucun pilote américain n'oserait affronter un tel gantelet bien défendu. Ils avaient des raisons. La Luftwaffe, bien qu'affaiblie, volait toujours en patrouille. Le carburant était rare, mais le moral était une arme. Nous avons l'avantage de la discipline, avait écrit Beck à son frère à Dresde. Ils sont trop mous. Ils improvisent parce qu'ils n'ont pas de doctrine. Ils le voulaient comme une insulte. Cela deviendrait une prophétie. De l'autre côté du fleuve, derrière les collines, la 9e armée de l'air américaine construisait quelque chose que Beck ne pouvait pas comprendre. Leurs pilotes ne mangeaient pas sous des tentes en toile. Ils mangeaient dans des réfectoires avec des jukebox. Ils ne foraient pas les angles à partir de manuels. Ils s'entraînaient avec des cartes de terrain simulées et des simulations de champs de bataille. Le pilote américain qui détruirait le régiment de Beck n'était pas célèbre. Pas encore. Son nom était le lieutenant James Halverson, indicatif d'appel Hawkeye, un garçon de ferme de l'Iowa. Avait grandi en pilotant des épandeurs agricoles au-dessus des champs de maïs, en esquivant les arbres, en chassant les faucons, en rasant les silos comme des libellules au-dessus de l'eau. Il volait comme personne d'autre dans le 416e groupe de bombardement. Bas, incroyablement bas, sous le radar, sous la logique. À chaque exercice d'entraînement, les instructeurs l'avertissaient. Le vol au ras du sol vous tue, mais Hawkeye voyait le terrain comme un abri, pas une menace. Pour lui, l'altitude n'était pas la sécurité, c'était l'exposition. Et la guerre, croyait-il, était gagnée par le premier homme à disparaître. Le 12 mars 1945, les éclaireurs américains signalèrent quelque chose d'étrange. L'artillerie allemande près de Remagen se repositionnait, s'empilant plus près du fleuve, formant une zone de mort. Le commandement voulait une reconnaissance. Pas de frappe, juste des yeux. Hawkeye s'offrit volontaire. Il n'attendit pas la permission. Il chargea 2 bombes de 500 livres sur son A-26 Invader, vérifia ses canons de 50 calibres et traça un chemin de vol qui passait si bas qu'il traversait sous 3 ponts. Son commandant dit « Si tu voles comme ça, tu es mort ». Halverson sourit simplement. Il n'y a pas de DCA sous les arbres. La matinée du 14 était glaciale et cruelle. Sur la crête, Beck sirotait un café froid et marquait de nouvelles coordonnées de cible dans sa lunette. De l'autre côté de la vallée, les oiseaux s'éparpillaient, mais le ciel était vide. Pas de bombardiers, pas de traînées de condensation. Puis le sol bourdonna. Pas fort, juste une vibration, si basse qu'elle fit trembler une cuillère dans une tasse en étain. Un observateur cria, mais la ligne du téléphone de campagne était morte depuis 5 minutes. Quelque chose à propos de l'humidité, ou du sabotage, ou du sens de l'humour de Dieu. Et puis, whoosh, la ligne de forêt explosa. L'A-26 de Hawkeye n'apparut pas. Il se déplia des arbres. Une éclair d'argent, un cri de moteur, puis 2 bombes larguées si précisément qu'elles atterrirent à 5 mètres du centre de contrôle de tir de Beck. L'explosion déchira les tranchées.
brisa les tables de portée et envoya l'adjudant de Beck voler dans un cratère. La deuxième passe vint avant que quiconque puisse réagir. Le tir de mitraillage dansa à travers les fosses de canon. Les stocks de munitions explosèrent. La crête brûla. Au moment où Beck se leva, saignant d'une oreille, toute sa troisième batterie avait disparu. Il regarda vers le ciel, mais ne vit rien. L'Invader avait déjà disparu, avalé par les arbres. De retour à la base, le lieutenant Alverson ne reçut aucune décoration. Son vol était non autorisé. Sa victoire confirmée uniquement par l'infanterie abasourdie de l'autre côté du fleuve qui avait regardé, la mâchoire ouverte, alors que la ligne allemande se désintégrait en moins de 30 secondes. Mais la nouvelle se répandit, tranquillement, parmi les canonniers, parmi les prisonniers de guerre, parmi les hommes qui croyaient autrefois que l'Amérique ne volait que de jour, en formation, comme des machines. L'attaque de Hawkeye n'avait pas de musique, pas de gloire, juste le silence et l'annihilation. Et pour le Hauptmann Otto Beck, qui avait passé des années à calculer les angles du ciel et les arcs de tir, le pire n'était pas la perte, c'était la réalisation. Il n'avait jamais regardé vers le bas. 3 jours avant la frappe, Beck avait ordonné un diagnostic complet de la grille de contrôle de tir. Les radios avaient crépité. Les batteries s'étaient vidées trop vite. Une ligne de câble passait trop près d'un fossé de drainage et se court-circuitait chaque fois qu'il pleuvait. Pourtant, rien de tout cela ne l'inquiétait. La crête était solide, les lignes étaient renforcées, et aucun ennemi censé ne volerait dedans. Mais les signes avaient commencé tôt. Le 11 mars, pendant la veille du soir, le Feldwebel Kruger, un sous-officier mince aux doigts noirs d'huile, entra dans la tente de Beck. « Monsieur, dit-il tranquillement. L'un des hommes a entendu quelque chose d'étrange près du point de contrôle 7. Beck leva à peine les yeux. « Une chouette ?» murmura-t-il, tournant une page de son journal de bord. Kruger ne sourit pas. « Non, messieurs, c'était régulier, mécanique, comme un battement de cœur dans la terre. » Beck haussa un sourcil. « Tu me dis que la forêt tic-tac ?» Kruger hésita. « Non, messieurs, je dis qu'elle écoute. » Ils ne trouvèrent aucune traînée de moteur. Aucune marque de pneus. Le sol était gelé dur. Pourtant, à midi le lendemain, un observateur prétendit avoir vu du mouvement sous la ligne d'arbres de l'autre côté du fleuve, juste une seconde, quelque chose d'argenté. « Reflet de l'aile d'un oiseau », dit Beck. « Va nettoyer tes optiques. » Mais le malaise se répandit comme de la moisissure sous la pierre froide. Le 13 mars, un ballon d'observation posté à 2 km à l'est cassa son amarre dans une rafale de vent et s'écrasa droit vers le bas. Personne ne pouvait l'expliquer. Le câble n'était pas effiloché, il était coupé. Cette nuit-là, Beck marcha sur la crête lui-même. La lumière de la lune tombait sur la ligne d'artillerie comme de la peinture argentée. Les canons de 88 mm étaient assis en rangée nette, leurs canons pointés vers le ciel, loyaux, obéissants. Les équipes fumaient tranquillement dans les trous de renard, marmonnant à propos du mauvais café et des pires chaussettes. Beck s'arrêta au bord de la batterie 3. Il regarda par-dessus le fleuve. Les arbres se balançaient dans l'obscurité, comme des danseurs avec des secrets. Il plissa les yeux. Et pendant juste une seconde, il pensa voir des phares, pas sur la route, mais dans les bois. Basse, rapide, disparo. Il cligna des yeux. Silence. Au matin, les lignes téléphoniques des observateurs avancés bourdonnaient de parasites. Le poste radar signala un écho fantôme, une anomalie trop basse pour être suivie. Beck haussa les épaules. C'est du brouillage allié. Ils veulent nous rendre nerveux. Ney Kruger s'approcha de lui à nouveau, cette fois pâle, tremblant. « Monsieur, chuchota-t-il. Ils viennent du sol. » Beck rit. « Es-tu ivre ?»« Non, monsieur, dit Kruger. Ils ne volent pas au-dessus de nous. » « Ils volent à travers nous. » Le colonel se détourna, écartant l'homme comme une mouche bourdonnante. Il écrirait le rapport plus tard, soumettrait l'anomalie au QG. Mais à ce moment-là, il serait déjà trop tard. Car sous le givre, sous les câbles, au-delà des tranchées et des fils, quelque chose se déplaçait. Et cela ne se souciait pas des cartes, des ordres ou de l'altitude. La livraison d'obus était à nouveau en retard. Au 13 mars, la ligne de Beck avait brûlé un tiers de son stock. Les camions de munitions ont été redirigés vers le sud après qu'un pont ferroviaire près de Bonn ait été bombardé pendant la nuit. La chaîne d'approvisionnement s'était nouée comme un tuyau cassé. Pourtant, Beck n'était pas préoccupé. Sa crête était une forteresse. Ce qui lui manquait en volume, elle le compensait par la précision. Mais même les forteresses se fissurent quand les bords commencent à pourrir. À l'aube, un mécanicien de la batterie 2 signala un engrenage d'élévation coincé. « De la glace dans les articulations, dit-il. Usur Standard ». Mais en milieu de matinée, 3 autres équipes ont signalé le même problème. Les tourelles ne suivaient pas correctement. Le lubrifiant s'était figé pendant la nuit. Beaucoup plus vite que prévu. Beck blâma le froid. Ces hommes blâmèrent les dieux. Mais Kruger, toujours silencieux, dit quelque chose d'autre. « Ce n'est pas le froid, monsieur.
c'est le silence. Rien ne bouge, sauf nous. Ce jour-là, aucun aéronef allié ne traversa le Rhin. Pas de bombardiero, pas de reconnaissance, pas même un ballon météorologique. Et pourtant, les arbres de l'autre côté de la vallée continuaient à se déplacer de manière contre nature. Un caporal jura avoir vu des branches se plier sans vent. Un autre prétendait entendre les oiseaux s'envoler en séquence, comme si quelque chose de grand passait sous eux. Pourtant, le ciel restait vide. Dans l'attente du mess ce soir-là, une rumeur commença. Une machine avait été entendue grondant dans le ravin sous la batterie 4. Pas vu. Juste entendu. Le garde posté jura que cela ressemblait à un moteur de char, mais plus rapide et disparut en secondes. « Impossible !» cria Beck. « Nos postes d'écoute l'auraient détecté. » Les hommes hochèrent la tête, mais ils ne le croyaient pas. Cette nuit-là, l'alimentation des projecteurs tomba en panne. Pas tout à la fois, juste une tour à la fois, comme des bougies soufflées par des doigts invisibles. Les techniciens se précipitèrent. Ils ne trouvèrent aucun fusible cassé, aucun fil saboté, juste l'obscurité. Beck ordonna des patrouilles manuelles, des lanternes, des gardes supplémentaires. Mais la fatigue avait commencé à ronger le moral. Chaque scintillement de mouvement devint une menace. Chaque craquement de brindilles, un fantôme, et toujours pas d'avions américains. Cela n'avait aucun sens. Pas de raid, pas de bruit, pas de réponse. C'était comme si la 9e armée de l'air avait disparu. Ou pire, regardait. À l'intérieur du hangar A26 de l'autre côté du Rhin, le lieutenant James Halverson traça son doigt sur la carte forestière épinglée à un panneau de liège. « La ligne d'Imbre ici court proprement jusqu'à la crête, dit-il. Si je coupe les moteurs, je peux suivre le contour bas directement jusqu'à leur flanc. Son copilote est fixe. C'est du suicide. » Hawkeye ne répondit pas. Il se pencha simplement et marqua un X à côté d'un cercle rouge étiqueté batterie 3. « Pas du suicide, dit-il. De la chirurgie. » À 2h du matin, le 14 mars, le givre était revenu. Beck se tenait au bord de sa tente de commandement, respirant de la vapeur. Il fixa la vallée. Toujours pas d'avion, toujours pas d'attaque, juste le silence. Un silence patient total. Et quelque part, il savait qu'il l'apprenait. À l'intérieur, le téléphone sonna une fois, puis s'éteignit. Un bruit métallique sourd résonna de la forêt. Ce n'était pas de l'artillerie, ce n'était pas du tonnerre, c'était quelque chose d'autre qui se rapprochait. Cela a commencé non pas avec un bang, mais avec une secousse. À 6h33, le canonnier en chef de la batterie 3 tendit la main vers son café de campagne. Sa main n'y arriva jamais. L'air s'effondra vers l'intérieur, comme un souffle aspiré du ciel. Puis vint le cri. Pas de bombes tombant d'en haut, mais de moteurs déchirant les arbres. Proches, violents, incroyablement bas. Quelque chose clignotait à travers la brume. Rapide, métallique, une ombre portant des ailes, puis l'impact. Le premier coup n'a pas été enregistré par la station de contrôle de tir. Il n'a pas été capté par le radar. Il n'était même pas attendu. La frappe venait sous la canopée. 2 bombes de 500 livres larguées à moins de 300 pieds, droit dans les stocks de munitions de la batterie 3. Le sol explosa. Une fleur rouge-orange de flammes s'épanouit où les coordonnées avaient autrefois vécu. Les hommes disparurent, les instruments grillèrent, les télémètres éclatèrent comme des coquilles d'œufs. La fumée se replia sur la crête, comme de l'encre versée dans l'eau. Le colonel Beck fut jeté à terre, les oreilles bourdonnantes, le manteau en feu. Il rampa jusqu'au bord d'une tranchée effondrée et regarda dehors, s'attendant à des B-17, des Thunderbolts, n'importe quoi d'en haut. Mais le ciel était vide, seulement de la fumée et du silence. Puis, un bruit comme des ciseaux à travers la soie. L'Invader A26 revint, bas si bas qu'il grattait le givre des cimes des arbres. Beck le vit pendant juste 3 secondes. Fuselage argenté, moteur jumeau, étoile américaine sur l'aile et sous le cockpit, peint en lettres de bloc cramoisies, Hawkeye. La passe de mitraillage vint ensuite. Les balles de 50 calibres déchirèrent les caisses en bois, les camions. Même la tente de commandement. Beck plongea alors que le tir de traçage cousait la terre autour de lui. Le corps de son adjudant atterrit à côté de lui, sans vie. En 90 secondes, la batterie 3 cessa d'exister. En 3 minutes, la crête, autrefois saluée comme imprenable, était un cimetière. Et alors que Beck se tenait au milieu du feu et de la géométrie brisée de sa guerre, il sentit quelque chose d'étrange appuyé contre son talon. Il regarda vers le bas. Une bouteille de Coca-Cola, intacte, son étiquette maculée de cendres, des cristaux de glace s'accrochant encore à son côté. Il la ramassa avec des doigts tremblants. Et pour la première fois en 5 ans de guerre, il ne comprenait pas ce qu'il regardait. Il aurait dû être mort. Mais à la place, Beck se tenait seul au bord de ce qui était autrefois la batterie 3. La fumée s'enroulait de la terre brisée.
La vraie que les corps gisaient tordus dans des postures que la guerre n'avait jamais conçues. Les radios chuintaient du bruit blanc. Et loin au-dessus de tout cela, il n'y avait rien. Aucune menace, aucun écho. Juste le gazouillis lointain des oiseaux revenant parce que la machine était déjà partie. La deuxième passe n'a jamais eu lieu. Alverson était déjà de retour de l'autre côté du Rhin, atterrissant léger, silencieux, inaperçu. Son carburant était faible. Son copilote était pâle. Mais la mission était terminée. Il n'avait pas seulement frappé une position, il l'avait effacée. Non pas avec l'échelle, avec la précision. Beck fixa à nouveau la bouteille de Coca-Cola, toujours fraîche au toucher. Il ne savait pas pourquoi cela le glaçait plus que le sang sur ses mains. Quelqu'un l'avait laissé derrière. Cela signifiait quoi? Le pilote avait atterri quelque part à proximité? Avait marché parmi eux? L'Américain n'avait volé si bas qu'il l'avait lâché. C'était impossible. Et pourtant, le reste de cette journée l'était aussi. Les survivants erraient comme des fantômes. Un canonnier de la batterie 4 murmura à propos des moteurs. Comment ils sonnaient étouffés, comme du tonnerre enterré sous terre. Un infirmier jura avoir vu l'avion passer sous une branche d'arbre. Un autre dit que le pilote inclina les ailes entre deux troncs, comme enfiler une aiguille. « Ce n'est pas du vol », chuchota quelqu'un. « C'est du rampement ». La Wehrmacht n'avait pas de terme pour cela. Il n'y avait pas de doctrine. Pas de contre-mesure. Toute l'éducation militaire de Beck s'effondra en cendres. Il entraîna ses hommes à scruter le ciel. Mais la mort venait des racines. Il croyait que les Américains étaient maladroits, industriels, manquant de discipline. Mais cela, ce n'était pas du désordre. C'était de l'intelligence. Il n'avait pas peur des règles, parce qu'il les réécrivait. Au quartier général, Beck a essayé d'expliquer. Le général s'est penché en avant, sceptique. « Vous dites qu'un seul avion a fait cela ?»« Oui, Herr Général. » « Et il a volé sous le radar, sous la visibilité ?»« Oui, il était à l'intérieur de la forêt. » « Silence ?» Un autre officier a ricané. « A-t-il aussi volé à travers des tunnels ?» Beck n'a rien dit. Il a plongé la main dans sa sacoche et a posé la bouteille de Coca-Cola sur la table. Toujours bouchonnée, toujours froide. Les officiers ont fixé. Personne n'a rien nouveau. Cette nuit-là, Beck s'est assis seul dans la tente médicale avec son manteau brûlé plié à côté de lui. Il a fixé le plafond, mais tout ce qu'il voyait, c'était des branches d'arbres vues de dessous. Chaque guerre qu'il avait étudiée, chaque stratégie, chaque formation avait manqué une vérité terrifiante. Un ennemi qui pense comme vous peut être vaincu, mais un ennemi qui pense différemment ne peut même pas être suivi. 15 mars 1945, quartier général allié, à l'ouest de... Un débriefing s'est déroulé dans une tente ordinaire éclairée par une seule ampoule. Le lieutenant James Alvorsen était assis, les bottes enlevées, la veste jetée sur le dossier de sa chaise, mâchonnant un bout de crayon. Face à lui, un officier avec un presse-papier griffonnait furieusement. « Vous avez volé sous la canopée ?» demanda l'officier. « Plus près du sol que les arbres, monsieur. » dit Alvorsen en souriant. Ils étaient encore gelés. Cela m'a donné une meilleure portance. L'officier a cligné des yeux. Vous avez coupé sous la crête au ras du sol. Non autorisé. Oui, monsieur. Vous êtes conscient que cela viole chaque procédure de vol du manuel? Alvorsen a haussé les épaules. Les Allemands ont écrit ce manuel. J'essaie d'écrire le nôtre. Ce n'était pas seulement un coup de franc-tireur, c'était la naissance de quelque chose de plus grand. La doctrine évoluait. Tandis que les puissances de l'Axe s'accrochaient au commandement centralisé et aux hiérarchies rigides, les États-Unis avaient commencé à faire confiance aux improvisateurs, pas aux voyous, aux soldats pensants. Des hommes comme Alvorsen ne brisaient pas les règles. Ils étaient la preuve que le système fonctionnait quand la flexibilité remplaçait la peur. Son A-26 n'avait pas besoin de masse. Il avait besoin de la permission d'être intelligent. De l'autre côté de la rivière, Beck s'assit à côté d'une carte de terrain, maintenant noircie sur ses bords. Les lignes d'artillerie qu'il avait tracées des semaines plus tôt étaient toujours visibles. Des arcs parfaits, des angles superposés, la brillance d'avant-guerre. Et pourtant, un avion, un pilote, une idée avaient transformé ces arcs en tombes. Dans le journal de vol de Alvorsen, sous résultat objectif, il a écrit 4 mots. Batterie effacée, aucune perte. Son équipage a ajouté une note de plus au crayon. Altitude. Hauteur des arbres. Beck ne reverrait jamais l'homme, mais dans son prochain rapport, il n'a pas utilisé le mot imprudent. Il a utilisé méthodique, précis et enfin inarrêtable. Ce que Beck a finalement compris, c'était ceci.
La puissance aérienne américaine n'était pas seulement la force, c'était la liberté de mouvement, de pensée et de risque. Et pour une guerre construite sur le contrôle, cette liberté était l'arme la plus terrifiante de toutes. Bien avant de déchirer la ligne d'arbres allemande, le lieutenant James Halvorsen volait bas pour une raison différente. Il est né dans une ferme de blé à l'extérieur de Council Bluffs, Iowa en 1932. Son premier cockpit n'était pas militaire. C'était un vieux biplan Stearman rouillé que son oncle utilisait pour la pulvérisation de culture. À 12 ans, il volait entre les châteaux d'eau. À 14 ans, il rasait les fossés d'irrigation. À 17 ans, il pouvait atterrir dans un champ de la taille d'un timbre-poste, à reculons, si le vent était bon. L'altitude gaspille du carburant, disait toujours son oncle. Voler bas, c'est du respect, pour le vent et pour le sol. James a appris vite. Basse ne signifiait pas dangereux. Basse signifiait honnête. Il s'est enrôlé en 1943, juste après ses 18 ans. Les forces aériennes de l'armée ont jeté un coup d'œil à ses mains, tachées de graisse, stables, et l'ont poussé dans la formation de pilote. Il était bon, mais peu conventionnel. Les instructeurs ont dit « trop instinctif, trop bas ». Trop silencieux. Mais ensuite, quelqu'un a remarqué ses journaux de vol. Tandis que d'autres cadets enregistraient des altitudes standards, 5000, 10 000 pieds, Halvorsen enregistrait les détails du terrain. Brise-vent à 400 pieds, lignes électriques à l'est de la crête, dégagement de l'arche du pont 27 pieds. Il ne volait pas au-dessus du monde. Il mémorisait comment se déplacer à l'intérieur. Au moment où il a rejoint le 416e groupe de bombardement à la fin de 44, il était déjà une légende en devenir. Pas pour les victoires, pas pour le grade, mais pour la façon dont il volait à travers la guerre comme si c'était un labyrinthe qu'il avait déjà résolu. Son A-26 Invader était surnommé Wasp Nest. Léger, moteur double, rapide. Il n'était pas conçu pour l'attaque au niveau des arbres, alors il l'a modifié. Il a poncé les stabilisateurs, retiré la tourelle de canon supérieure pour réduire la traînée, monté une carte topographique dessinée à la main au tableau de bord avec de la ficelle et des trombones. Chaque nuit, il s'asseyait sur une caisse en bois et étudiait la forêt. Pas à partir de photos, mais de mémoire. Trouve les lacunes, se murmurait-il à lui-même. Pense comme le vent. Son copilote, le lieutenant Doug Marshall, a une fois demandé « Que vois-tu quand tu voles aussi bas ?» Halvorsen a répondu « Je vois la guerre de près, je les vois, et je vois où ils ne regardent pas. » Il ne buvait jamais. Il n'écrivait pas beaucoup à la maison. Sa veste n'avait pas d'écusson, pas d'éclat. Mais à la cantine, quand quelqu'un demandait « Comment c'est de voler sous les arbres ?», il souriait et disait « C'est plus calme là-bas. C'est là qu'ils s'y attendent le moins. » Le matin du 14 mars, il a attaché un bandana rouge à l'accélérateur. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit au revoir. Il a juste vérifié l'huile, serré ses gants et a disparu dans les arbres. De retour en Iowa, le maïs n'avait pas encore germé. Mais le vent se levait. Le même vent, le même garçon. Seulement maintenant, il volait avec des bombes. Et le silence qu'il portait était celui qui venait avant le tonnerre. Ce que le haut commandement allemand ne pouvait pas saisir, ce que Beck n'avait aucun cadre pour comprendre, c'était que Halvorsen n'était pas une anomalie. Il était un résultat. En 1945, la machine de guerre américaine ne se battait pas seulement mieux que l'Allemagne, elle la surpassait en réflexion à tous les niveaux. Non pas à cause d'officiers supérieurs, pas même à cause d'un meilleur équipement, mais parce que l'Amérique avait quelque chose que le Reich ne pouvait pas reproduire. Une culture qui encourageait la désobéissance si elle fonctionnait. Dans la doctrine allemande, les ordres étaient sacrés. La déviation signifiait la cour martiale. L'improvisation signifiait le chaos. Le plan venait du haut et s'écoulait vers le bas comme l'acier. Dans la doctrine américaine, en particulier à la fin de 44, les résultats justifiaient le risque. Les commandants de terrain ont été informés. Si votre homme sur le terrain voit quelque chose que nous ne voyons pas, faites-lui confiance. Halvorsen n'a pas volé au ras du sol par accident. Il a volé parce que quelqu'un, quelque part, lui a permis d'essayer. Les forces aériennes de l'armée américaine ont distribué des manuels mis à jour chaque semaine, souvent imprimés sur des presses rotatives directement en première ligne. Les pilotes se réunissaient régulièrement pour débattre des tactiques. Les équipages pouvaient soumettre des ajustements opérationnels via des mémos de terrain qui atteignaient le commandement en quelques jours. Des boucles de rétroaction, de l'innovation partagée, la permission de s'adapter. Ce n'était pas seulement de la flexibilité, c'était de l'intelligence industrialisée. Pendant ce temps, la Luftwaffe s'étouffait dans sa propre excellence. Leurs avions étaient des merveilles, rapides, élégants, précis. Mais leur pipeline de formation s'est effondré sous les raids de bombardement. Leur structure de commandement s'est ossifiée sous la peur. Et pire encore, ils croyaient toujours qu'ils étaient supérieurs, même alors que le sol s'effondrait sous eux. L'artillerie de Beck était la perfection du manuel. Ces hommes étaient disciplinés.
ses formations impeccables, mais ils étaient calibrés pour la guerre d'hier. En contraste, l'A-26 n'était pas seulement un avion, c'était un message. La vitesse plutôt que la cérémonie, la précision plutôt que la posture, le risque plutôt que la répétition. Les attaques de Halvorsen ont réussi, non pas parce qu'il était imprudent, mais parce que personne au-dessus de lui ne s'est paniqué quand il n'a pas suivi le scénario. Dans une guerre où le carburant était rationné, les cartes obsolètes et la météo imprévisible, le côté qui faisait confiance à ses cartes sauvages avait l'avantage. L'Allemagne a misé sur la conformité, l'Amérique a misé sur l'initiative, et quand les enjeux étaient élevés, l'initiative a mitraillé la crête. Beck l'appellerait plus tard la terreur asymétrique. Non seulement parce que le pilote volait où personne ne devrait, mais parce que tout le système lui avait permis. Ils n'ont pas attendu la permission. Ils ont construit des machines qui la donnaient. Dans les restes de la batterie 3, un officier subalterne a trouvé les restes du deuxième passage de Halvorsen dans un cratère. Une douille, vide, en laiton, estampillée avec un code d'usine de Détroit. À côté, un coin déchiré d'une boîte de rations américaine. Imprimé dessus en encre rouge, emballé par des mains libres. Ce n'était pas seulement un slogan, c'était la raison pour laquelle la crête est tombée. Et au fond, alors que Beck traçait la phrase avec son pouce noirci, il a réalisé qu'il ne se battait pas seulement contre une nation, il se battait contre une philosophie, et c'était inarrêtable. 2 semaines plus tard, la ligne s'est effondrée. Remagen est tombé, le pont a tenu, et les forces américaines se sont déversées dans la Rhénanie comme l'eau à travers un barrage fissuré. La guerre se terminait, mais pas pour Beck. Pas encore. Il a été capturé à l'extérieur d'une ferme près de Linz. Pas de combat, pas de gloire. Juste un manteau gelé, des bottes tachées de boue et une flasque qui était vide depuis longtemps. Quand les GI l'ont trouvé, il n'a pas résisté. Il a levé les 2 mains, puis lentement, délibérément, a tiré quelque chose de sa poche. C'était toujours là, la bouteille de Coca-Cola, intacte. Il l'a tendue comme un artefact, comme la preuve d'une guerre qui avait changé les langues. Pendant l'interrogatoire, ils lui ont posé les questions habituelles. La force de l'unité, l'artillerie restante, les positions de munitions. Beck a répondu tranquillement, complètement. Mais quand le lieutenant américain a demandé « Comment avez-vous perdu la crête ?» Beck n'a pas parlé. Il a plongé la main dans sa veste et a posé la bouteille sur la table doucement. La pièce s'est tue. L'interrogateur a froncé les sourcils. Un souvenir ? Beck a secoué la tête. Nein. Puis il a murmuré en anglais cassé. C'est l'histoire. Pendant des jours, Beck a dit peu d'autre chose. Mais dans le journal de prison qu'on lui a donné, estampillé « Problème de l'armée américaine », il a commencé à écrire. Non pas sur Hitler, non pas sur l'honneur, mais sur l'altitude. Il a écrit des pages sur l'A-26, sur le son qu'il faisait, sur comment un homme pouvait voler sous une crête, sous la logique, sous la doctrine et gagner quand même. Une ligne s'est démarquée dans son dossier, cité plus tard par le renseignement de l'armée. Nous avons perdu la guerre au moment où nous avons rencontré quelqu'un disposé à voler plus bas que sa formation et plus haut que notre imagination. En avril, il a été transféré dans un camp de prisonniers de guerre au Colorado. Là, entouré de montagnes dont il n'avait jamais rêvé, Beck a vu sa première ville américaine, Denver. Il a vu des enseignes au néon, des automobiles de 6 couleurs et des garçons jouant au baseball sans chaussures à côté d'enfants noirs riant du même rire. Il ne comprenait pas. Il a écrit à la maison « Leur désordre est structuré, leur chaos est ingénierisé. Je ne sais pas comment le combattre, parce qu'il n'a pas besoin de gagner. Il se déplace simplement. » La nuit, Beck tenait parfois la bouteille contre la vitre. Elle avait perdu son froid, mais le souvenir ne l'avait pas. L'étiquette était maintenant fanée, à peine lisible. Mais un mot restait. Original. Pas standard, pas réglementé, juste original. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris. Ce n'était pas le verre, ce n'était pas le pilote, c'était l'idée. L'Amérique n'a pas conquis avec de meilleures cartes. Elle a conquis avec des hommes qui croyaient qu'ils pouvaient les réécrire. Des décennies plus tard, Beck se tenait tranquillement dans un musée en Virginie. Il était plus vieux maintenant, plus mince. Ses mains tremblaient quand il boutonnait sa veste. Le groupe de visite passait avec des pas doux. Des écoliers, des vétérans, des familles. Il ne les a pas suivis. Il s'est tenu immobile, les yeux fixés sur une seule exposition. Un A-26 Invader, la peinture brillante, les ailes étendues, comme s'il n'avait jamais connu la peur. La plaque signalétique lisait « Bombardier moyen, précision tactique, utilisé dans les assauts au ras du sol, 1945 ». Et juste en dessous, pilote, lieutenant James Halvorsen, 416e groupe de bombardement. Indicatif d'appel, Hawkeye. Beck n'avait pas besoin de lire le reste, il le savait déjà. Il a fait un pas en avant, a tendu la main et a touché le métal froid.
Ce n'était pas de l'hostilité qu'il ressentait, pas du regret, c'était de la clarté. Car pendant des années, il avait cherché une réponse. Qu'est-ce qui a brisé la ligne? Qu'est-ce qui a détruit tout ce que nous croyions être indestructible? Maintenant, en fixant cette machine, il savait. Ce n'était pas la vitesse, ce n'était pas la puissance de feu. C'était un homme dans un cockpit, disposé à aller plus bas que la logique ne le permettait, et un pays assez fou pour le laisser faire. Il a regardé à sa gauche. Un garçon se tenait là. Peut-être 12 ans. Casquette de baseball, yeux écarquillés. Le garçon a demandé: « Le connaissiez-vous » Beck a hoché la tête lentement. « D'une certaine manière, dit-il. Je savais ce qu'il a changé. » Dehors, le drapeau américain flottait dans le vent. Beck s'est retourné une dernière fois, se murmurant à lui-même, non pas dans la honte, non pas dans l'amertume, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. C'est celui-là. Et alors qu'il sortait sous le ciel brillant, plus léger maintenant, plus libre, il laissa derrière lui la bouteille, placée soigneusement sur le sol de l'exposition, vide, fanée, mais parfaitement immobile. Qu'aurais-tu fait s'il venait pour ta ligne?